Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Jean Berger pour la reprise des webinaires sur les usages modernes de l'écrit médiéval. Donc, Jean Berger est enseignant dans le secondaire et chargé de cours pour les universités de Saint-Étienne et de Lyon 3. Et il a soutenu en 2016 à l'université de Lyon 3 une thèse intitulée Droit, société et parenté en Auvergne médiévale, 6e, 14e siècle, les écritures de la basilique Saint-Julien de Brioude, qui en fait le meilleur connaisseur du dossier documentaire brivadois, qui est un dossier extrêmement important. Et il va donc nous parler aujourd'hui d'une affaire extrêmement trouble, puisqu'il s'agit d'un scandale qui a éclaboussé, si mes souvenirs sont bons, Baluse et Mabillon à la fin du XVIIe siècle, un scandale autour de faux d'érudition, et un scandale qui pose encore questions et problèmes aux historiens de l'Auvergne, puisqu'ils jettent le soupçon et le trouble sur au moins une partie du cartulaire de Brioude. Voilà, Jean, c'est à toi. Alors, merci Sébastien de cette invitation pour le séminaire et puis pour la qualité en général de ce séminaire. Simplement, c'est un petit extrait de ma thèse, hein, c'est vraiment un dossier annexe. Je suis médiéviste, hein, je me suis focalisé essentiellement sur les archives médiévales, mais bon, voilà, l'époque moderne constitue un filtre pour une partie de cette documentation médiévale, et justement pour la connaissance de ce grand cartulaire. Donc, il a fallu que j'y consacre un petit peu de temps. Je vais essayer, normalement ça doit faire l'objet à peu près cette intervention d'un article qui devrait paraître à la bibliothèque de l'école des Chartes en janvier 2022. Je suis encore en attente du retour d'expertise, mais bon, en tout cas, c'est avalisé. Donc, je vais essayer de vous faire un petit topo, une sorte de position de cet article. Simplement, j'ai sabré un petit peu. Il y a 2-3 points, je laisserai des portes ouvertes, et puis on pourra éventuellement y revenir à l'issue de la présentation pendant les discussions. Donc, c'est quand même un écheveau relativement complexe, donc j'espère que je ne vous égarerai pas trop. Je vais essayer de faire un petit peu simple, et donc on reviendra éventuellement s'il y a des points qui n'ont pas été suffisamment clairs. Donc les feuilletables du Grand Cartulaire de Brioude et la généalogie de la maison de Brouillon, scandale documentaire archivistique sous l'Ancien Régime. En fait, donc, ce sont un important dossier d'actes du Grand Cartulaire de Saint-Julien de Brioude, avec, à côté de ces actes, quelques fragments de tables de ce cartulaire. Ce sont les pièces les plus importantes et sur lesquelles nous reviendrons plus longuement, et aussi quelques chartes de Sauxilange et le second petit cartulaire du lieu, hein, qui ont été au cœur de cette histoire de la généalogie de la maison de Bouillon. Cette histoire, elle a provoqué en fait la disgrâce d'un personnage relativement important qui était Emmanuel Théodose de la Tour d'Auvergne, alors grand aumônier de France, on l'appelait le cardinal enfant, qui à la toute fin de cette affaire était quand même doyen du Sacré Collège de Rome, et entre autres choses abbé de Cluny, et donc appartenant à la maison princière de la famille de Bouillon, avec une alliance d'Henri de la Tour d'Auvergne, son grand-père, avec la famille de la Marque, et lui-même neveu du Grand Turenne. Alors en fait, cette affaire, hein, pour en venir aux faits, c'est le moment où on a envisagé à la fin du XVIIe la possibilité de cette maison princière de pouvoir descendre directement de ce que les feudistes appelaient les comtes bénéficiaires d'Auvergne, c'est-à-dire eux-mêmes des neveux des Carolingiens, donc des Carolingiens eux-mêmes. Alors là, je vous ai remis une généalogie qui est scientifique d'aujourd'hui, hein, reconstituée, hein, qui n'est pas du tout l'état des connaissances généalogiques au XVIIe siècle. Hein, c'est une généalogie que j'ai tirée de ma thèse. Alors, simplement, on va voir la façon, donc, comme tu l'as dit Sébastien, dont le cardinal de Bouillon va faire expertiser et authentifier en 1695 à Saint-Germain-des-Prés, en l'exposant une année, ces fameux fragments du cartulaire de Brioude sur lesquels reposerait donc cette prétention à pouvoir descendre directement des comptes bénéficiaires, les faire expertiser sous l'égide de Baluse, par Mabillon et Ruinart, principalement, Thierry Ruinart. Et puis, scandale éclate déjà dès l'année 1696. Bon, les choses font grand bruit à Paris et à la cour de Versailles. Et du coup, Baluse renvoie la personne qui a produit ces tables, Jean-Pierre de Bar, qui était l'ancien secrétaire de Dubouché, on va y revenir,
qui était le généalogiste de Louis XIV, et qui a livré donc au cardinal de Bouillon ces tables, et le renvoie à Brioude pour qu'il aille rechercher d'autres exemplaires, d'autres fragments de ces tables, et les reproduire, les refaire expertiser à Saint-Germain-des-Prés en 1697, sur le même mode une année durant, avec production d'un procès verbal authentifié par Mabillon et Runard. Donc, ces papiers vont se retrouver rapidement, hein, c'est un véritable scandale, comme je l'ai dit dans le titre, au cœur d'une affaire d'État, donc qui va reposer sur la question de la fausseté arguée de ces titres généalogiques. L'affaire va quand même loin parce qu'on met en place une véritable juridiction d'exception, la chambre dite ardente de l'Arsenal, dans lequel le procès va être jugé. Hein, dans l'été 1701, le procès va s'ouvrir. Et la justice royale, hein, sous l'égide de la Reynie et de quelques-uns des procureurs royaux, va se livrer un véritable coup de filet dans le milieu des tabillons parisiens. Et on va faire des charrettes, hein, de faussaires et autour de cette affaire de Bouillon, hein, avec des condamnations qui n'ont strictement rien à voir avec cette affaire de la généalogie de Maison Bouillon, mais il va y avoir un véritable coup de balai, hein, qui va être donné dans le milieu parisien des tabellions. Le problème pour nous historiens et médiévistes, hein, qui s'est posé à moi en premier chef, c'est que ce cartulaire de Brioude a été perdu au lendemain de la Révolution. Donc, comme le disait Sébastien dans les interventions précédentes, avec le cartulaire de Chamalières qui est ressorti au puits, avec le cartulaire de Pébrac qui devrait pouvoir ressortir, il n'est pas dit que le cartulaire de Brioude ait été perdu. Hein. Largement pour les archives rivadoises, la Révolution n'a pas occasionné tant de pertes que ça, hein, au final. Les fonds et une bonne partie du chartrier sont encore conservés dans différents dépôts. Donc il n'y a pas de raison que le cartulaire ne ressorte pas dans les décennies à venir de fonds particuliers. Donc on a perdu ce cartulaire et il nous reste simplement juste ces pièces pseudo-originales. Donc là, c'est pas un pseudo-original que je vous ai mis, c'est un essai de plume. Donc ça, c'est un vrai faux d'érudition moderne. Hein, c'est un généalogiste, Jean-Pierre de Barre du Boucher, qui a composé la pièce que je vous ai affichés, sont conservés dans les archives de la maison de Bouillon, qui ont été reversées a posteriori. Le cardinal de Bouillon, à la suite de ce procès, s'est exilé à l'étranger, hein, c'était un prince étranger. Donc il est parti avec les archives, il ne les a pas restituées pour pas que la justice royale les mette la main dessus. Du coup, aujourd'hui, on les a conservés dans un fonds aux archives nationales, les fonds princiers, la série R et principalement les fonds R2 de la maison de Bouillon. Donc c'est faux d'érudition, c'est faux essentiellement ces authentiques, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, sont encore conservés. Ce sont donc les derniers témoins manuscrits de ce grand cartulaire qui est perdu. Alors, on va commencer, simplement comme je l'annonce dans le plan, je reviens juste un petit peu en arrière, par étudier un petit peu le séjour parisien du grand cartulaire, hein, faire la généalogie un petit peu des différents voyages qu'entreprit ce cartulaire entre Brioude et Paris. On va revenir un petit peu sur ce procès de l'Arsenal, hein, qui est quand même, à ma connaissance, un plus grand procès en fausseté sur des traitants de faux d'érudition. Et puis, on va essayer de faire un petit peu le tri. Alors, on disait qu'on était allé au-delà de la distinction du grain et de l'ivraie. Là, pour cette question, pas du tout. Hein, la chose reste à faire. Donc, on va essayer de dégrossir. Hein. Je ne prétends pas mettre un terme à l'étude, mais en tout cas de voir où on en est, de voir comment, justement, cette affaire de faux d'érudition a gêné la connaissance de l'archive médiévale. Alors, le cartulaire, déjà, serait monté à Paris, dans le cabinet de Jean Duboucher, hein, qui est un Auvergnat d'origine, avocat au Parlement, généalogiste officiel de la Maison Royale. Donc ce cartulaire serait montré autour des années 1640. Donc je vous mets là l'ouvrage la grande œuvre de Jean Duboucher, hein, qui a produit, hein, la généalogie royale et qui a jeté les bases de la connaissance de cette généalogie royale de la Maison de Bourbon, avec la production de cette véritable origine de la seconde et troisième lignée de Maison Royale en 1646. Apparemment, donc, Christophe Justel, qui est ancien secrétaire d'Henri IV et qui est passé au service de Turenne et de la maison de Bouillon, avant de la possession par Duboucher de ce cartulaire de Brioude et de pièces qui pourraient intéresser justement la famille de la Tour d'Auvergne. Mais malgré ces sollicitations, Jean Duboucher apparemment
conserve au secret ce cartulaire et transmet simplement quelques copies à Justel et à Duchesne. En tout cas, déjà, sans savoir si cela est avéré, on se dit, et on l'a dans plusieurs courriers, que des maillons importants de la connaissance généalogique comtale auvergnate sont justement dans ce cartulaire Brioude, ce qui, a priori, peut sembler aussi probable. Hein. C'est un des plus grandes basiliques auvergnates et un des plus grands fonds, un des plus importants chartriers de cette province. Donc, Justel établit une première histoire généalogique de la maison d'Auvergne, publie des tables sur la base de ce que lui communiquent Jean Dubouché et d'autres érudits et généalogistes. Mais le cartulaire en lui-même n'est pas consultable et ne sort pas du cabinet de Jean Dubouché dans ce premier temps. Jean Dubouché lui-même va continuer un petit peu ses travaux généalogiques et va publier quelques années après l'histoire généalogique de la maison royale de Courtenay. C'est aussi un petit scandale généalogique qui va se produire parce qu'il invente la descendance capétienne directe de cette maison de Courtenay, qu'on avait oubliée en fait à force de temps. Ils descendent de ces maisons de Courtenay d'un bâtard de Louis VI, hein, donc ils sont des capétiens directs par lignée masculine. Donc c'est un vrai scandale. Et Jean Dubouché, qui jusque-là avec une belle place, est quelque peu placardisé à l'issue de cette publication. Donc, ces Courtenay prétendent au titre de prince de Sens qu'ils n'obtiendront jamais de la part du roi Louis XIV. Hein. Et il y a déjà des rivalités politiques hein, qui sont sous-jacentes à ces questions de production de généalogie. Hein, l'opposition de Mazarin contre Condé, voilà, on a les gens qui soutiennent un petit peu ces productions et ces travaux généalogiques d'érudits pour faire valoir des arguments politiques, hein, tout simplement. Donc, on a reproché à ce moment-là à Jean Dubouché ses activités de généalogiste. Alors, ça ne va pas complètement l'arrêter. Hein. Un placard, ce n'est pas forcément un arrêt dans la carrière. Hein, il terminera quand même doyen de l'ordre de Saint-Michel et premier gendarme de France. Hein, donc, ce n'est pas un déclassement social du tout qui l'attend à l'issue. Jean Dubouché, pour ce qu'on connaît de lui, c'est vraiment peut-être le point noir. Hein, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à alimenter la prosopographie de ce personnage. C'est un partisan de la maison de Noailles, c'est un ancien serviteur du duc de Saint-Simon, plutôt proche des partis opposants aux Turenne et Bouillon. Donc on est vraiment dans le parti adverse, c'est vraiment les oppositions entre gallicans, ultramontains, entre jansénites, entre jésuites ou quiétistes hein, qui sont en train de se jouer sur ce terrain de l'érudition et de la généalogie. Alors, il va se lancer dans la production de tables, néanmoins, sur la fin de sa carrière, alors qu'il publie beaucoup moins, un net arrêt éditorial à sa production, et se rapprocher du cardinal et se faire pensionner par le cardinal de Bouillon, hein, malgré son opposition politique. Il va obtenir une pension pour travailler une histoire de la maison d'Auvergne. Alors, il va prendre tout son temps, pensionné qu'il est, hein, pour produire, et il ne publiera au final que cette table généalogique. Hein, le reste de ses travaux sont restés sous forme de brouillons, hein, je vous ai mis ici à gauche, ou d'épreuves, et n'ont jamais été publiés, étant récupérés par Baluse et le cardinal, qui ont, vu l'indigence de la généalogie arguée par Dubouché, refusé que l'ouvrage sorte et soit publié. Alors, c'est là qu'intervient véritablement le protagoniste de notre affaire, qui est Jean-Pierre de Bar, qui est le secrétaire et généalogiste du roi. Alors, c'est lui qui va assurer la liquidation de l'étude de son maître après son décès en 1684, au printemps 1684. Le procurateur du chapitre de Brioude vient récupérer les papiers brivadois, mais il constate effectivement, alors ça on le sait par les interrogatoires de Jean-Pierre de Bar au procès d'Arsenal, que le cartulaire a été modifié, dérelié et qu'on lui a ôté plusieurs tables, plusieurs cahiers de parchemin, dont notamment cette table. Jean-Pierre de Bar, lui, va mettre 1 an pour liquider le cabinet du boucher, et simplement, entre-temps, il sera au service de Comartin, hein, donc l'intendant des finances, et il viendra auprès du cardinal de Bouillon simplement en 1694, muni donc de 6 feuillets de charte et de 10 feuillets de table du cartulaire de Brioude, et qu'il va d'abord présenter dans un premier temps à Dosier, hein, le juge d'armes
officiel de la couronne, qui va le mettre, lui, d'Hozier, en relation avec le cardinal. Alors, je vous donne simplement un exemplaire de charte et un exemplaire de table, de ces fameux, qui sont conservés aux Archives nationales, dans le papier des Princes, dans les papiers de la maison de Bouillon. Le cardinal donc va s'emparer de ces pièces, va convoquer Jean Mabillon, Baluse, Ruinart, va procéder donc à une exposition officielle à Saint-Germain-des-Prés. Et ceux-ci vont dresser des copies conformes. Vous voyez à gauche donc cette copie. Donc c'est super. J'avais un texte édité qui a été collationné et retranscrit par Mabillon et Ruinart. Donc autant vous dire que c'est plutôt facile en termes d'édition de texte. Le travail est largement prémâché. Qui va donc dresser des procès-verbales, faire des copies conformes, et aussi, donc vous voyez, on a reproduit le crouponnement et les trous les yeux du parchemin sur ces copies. C'est du parchemin déjà, c'est du velin, un velin de très grande qualité, ces copies conformes qui sont aux Archives nationales, et publiées aussi. Il va y avoir 2 procès-verbaux qui vont être publiés chez Tonhorn Muguet en 1695 et en 1697. Donc scandale, pamphlétaire, véritable flambée pamphlétaire, polémique. On a tout un tas de petites chansonnettes qui animaient le milieu parisien et la cour versaillaise, qui moquaient justement les prétentions du cardinal de Bouillon à se faire descendre des comtes d'Auvergne. Donc la chose fait à cette époque-là grand bruit. Donc, après la première production donc, des 6 feuilletables et des 10 cartulaires, comme je vous l'ai dit, Baluse renvoie de Bar, qui retourne à Brioude et qui arrive à reproduire des nouveaux fragmentables, qui sont dans un moins bel état, moins complet, mais quand même 2 nouveaux fragments, 7 fragments qui vont être publiés dans un deuxième procès verbal. Alors, c'est probablement cette deuxième publication l'origine d'un malentendu avec Baluse, vu le scandale qui est en train de s'organiser autour de la production de ces papiers brivadois. Pour sortir d'affaires, il va y avoir tout un tas, je remets simplement la diapositive précédente, je vous ai mis en haut à gauche un peu la biographie de petits libelles qui sont publiés sur Paris, qu'on a conservés en imprimé ou en manuscrit, qui sont des observations, réponses aux remarques. Il y a une vraie polémique qui s'organise dans le milieu érudit et savant, donc avec des protagonistes de chacun de ces grandes maisons, soit Noailles d'un côté, soit Bouillon de l'autre, à peu près pour faire simple. Et donc pour essayer de couper court un peu à la polémique, Baluse, je pense, organise en fait l'hypothèse d'un second cartulaire, pour pas qu'on puisse revenir sur l'authenticité de ces actes. À partir de ça, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Stein et jusqu'à la base cartulaire, on se perd, on ne se retrouve pas le nombre de cartulaires brivadois, alors qu'il n'y en a jamais eu que 2, le grand cartulaire et le petit. Et quand vous allez encore sur la base cartulaire, vous avez un nombre de cartulaires incroyable. C'est les conséquences directes de ces polémiques et de cette hypothèse d'un second cartulaire qui a annoncé Baluse au moment de ces polémiques. Sinon, l'affaire se tasse un temps, mais la disgrâce va véritablement se consommer au début des années 1700. Le cardinal, alors à Rome, va auprès du pape très tièdement condamner le quiétisme, alors que Louis XIV lui en intimait l'ordre et prêtant l'oreille à Madame de Maintenon, et ça va provoquer l'ire royale. Donc là, ça va être le début de la dégringolade pour ce cardinal de Bouillon, d'autant qu'il va être convoqué par le roi France et il va faire traîner son retour en France pour obtenir cette fameuse place de doyen du Sacré Collège. Donc là, c'est le début de la fin pour le cardinal de Bouillon. D'autant que celui-ci a intrigué pendant l'année 1700 pour que son neveu, qui est chanoine de Strasbourg, grand prévôt de la cathédrale de Strasbourg, devienne l'évêque coadjurateur en lieu et place du prince de Soubise, Armand Gaston Maximilien de Rohan, donc le fils de la première maîtresse de Louis XIV, Anne de Rohan-Chabot, probablement bâtard de Louis XIV. Donc là, c'est vraiment le cardinal s'en prend aux intérêts familiales du roi de France, et c'est une déclaration de guerre absolue, et les archives brivadoises, on va le voir, vont en faire les frais. Donc se déclenche le procès, on passe à mon deuxième grand point, le procès de l'Arsenal et la disgrâce du cardinal.
On a donc la liste des pièces produites lors de l'instruction qui sont connues par un arrêt conclusif du 11 janvier 1704 que j'éditerai dans mon article de l'École des Chartes, donc prononcé par la Cour de l'Arsenal, ce qui est fort commode parce qu'on peut comparer ces pièces qui ont été utilisées pendant le procès, celles qui sont encore conservées justement dans le dossier du greffe de l'Arsenal. Et bon, ce qui saute aux yeux déjà, je crois que c'est une des découvertes que j'ai fait en revenant sur ce dossier pour préparer l'article de l'École des Chartes, c'est des soustractions documentaires qui sont organisées par le greffe de l'Arsenal au sein de ce dossier. Il y a des pièces qui ont complètement disparu, dont on ne peut pas suivre la trace, notamment tous les interrogatoires de Jean-Pierre Debar qui sont faits à la Bastille. Alors, probablement que les choses sont confiées donc au greffier qui est Hersant, et probablement que, alors c'est une hypothèse que je fais, que celui-ci a un peu organisé ces disparitions documentaires, et puis aussi on va le voir, cette procédure qui a pour but en fait de noyer le cas particulier de la généalogie de Bouillon dans toutes les falsifications dans le milieu de Paris. C'est-à-dire qu'on va condamner des gens qui n'ont strictement mais aucun rapport, des condamnations à mort, des condamnations de galère, voilà, des petits falsificateurs à la sauvette de la rive gauche parisienne qui n'ont strictement aucun rapport, ni de loin ni de près, avec Baluse, Mabillon, le cardinal ou Jean-Pierre Debar. Alors, plus que ça même, il faut savoir que de cette affaire procède une collection qui est célèbre, la collection du Chêne, à la Bibliothèque nationale, parce que ces fonds du Chêne d'André et François Duchesne ont été transmis à Jean d'Icaire de Blancourt, qui est l'héritier, gendre des Duchesne, et qui va donc récupérer les papiers de sa belle famille, et il va être aussi, lui, condamné. Jean d'Icaire de Blancourt, il va être condamné à perpétuité et emprisonné. Donc la collection du Chêne est passée par le greffier Hersant, justement. Il a été reversé après dans la Bibliothèque royale pour qu'il deviendra la Bibliothèque nationale. Simplement, ils ont été versés donc, par un arrêt du Conseil en juillet 1708. Et ce sont donc le greffier et le président du procès de Bar, de Buisson Hersant, qui vont aussi récupérer donc, ces papiers et les mettre sous séquestre. Il y a même un deuxième fonds qui va rester plus longtemps à l'intendance et qui sera simplement reversé encore a posteriori. Donc la collection du Chêne est elle-même fragmentée, et on a dans les manuscrits français plusieurs recotes qui sont une extension, donc les papiers proprement de d'Icaire de Blancourt, une extension à la collection du Chêne. Alors, je reviens dessus, si vous voulez plus de détails, ce sont les cotes 31 862 à 31 883 des manuscrits français. Alors, donc je vous ai donné une copie du Chêne, c'est intéressant parce que ces copies, donc là, 1644, donc c'est la date de 1644 est donnée probablement de la main d'André Duchesne et non de François Duchesne, qui est une graphie qui est beaucoup plus simple. Ça rappelle un petit peu les remarques de Sébastien Barré sur la difficulté à pouvoir lire certains de ces papiers. Là, on a vraiment une main du début du XVIIe, qui sont faites sur des envois du boucher, d'actes qui ont été soustraits après. Donc c'est une preuve que le cartulaire a vraiment fait l'objet de soustraction au moment de son passage chez le généalogiste du boucher. Alors, ça ne va pas empêcher Baluse de publier son histoire généalogique de la maison d'Auvergne, pour laquelle il avait été mandaté par le cardinal de Bouillon en 1704. Il va réussir, parce que c'est des gens quand même relativement installés dans le milieu et reconnus pour leurs compétences, qui sont loin d'être anodines, et il va réussir probablement à convaincre le chancelier de les séparer de sa publication, et il va la publier. Ça va provoquer bien sûr l'ire royale, l'ouvrage va être saisi et mis au pilon. Et le cardinal lui-même poursuivi pour félonie, destitué de sa charge de grand aumônier, il l'avait déjà été, de son titre de prince étranger, déchu de tous ses revenus et bénéfices dans le territoire royal, et faire l'objet d'une véritable damnation mémorielle. Son nom a été biffé, rayé dans tous les registres de l'homénie royale. On a même martelé les armes de Turenne à Saint-Denis.
ça va très très loin quand même, cette affaire, seront saisis notamment à Cluny, hein, le grand mausolée que le cardinal de Bouillon avait projeté d'édifier pour sa famille. Hein, vous voyez le mausolée, la figure centrale, c'est simplement le projet, hein, qui était confié à Pierre Legros, qui est un des grands artistes de la fin de l'époque baroque et de la transition vers le classicisme. On voit les armes de la tour d'Auvergne qui sont derrière en exèdre. Vous voyez la tour avec le semis de lys derrière. À gauche, Geoffroy de Bouillon et Guillaume le Pieux, hein, qui sont représentés. Alors, ces statues n'ont pas été conservées, ont disparu. Ça aurait été la seule représentation sur pied de Guillaume le Pieux, hein, qu'on aurait possédé. Donc, tout a été mis sous caste et sous séquestre à Cluny. Aujourd'hui, il nous reste simplement les deux éléments qu'on retrouve un petit peu au-dessus du cénotaphe, à gauche et à droite, hein, qui sont aujourd'hui conservés au musée lapidaire de Cluny. Alors, j'étais bien embêté quand j'avais ma thèse à faire dans un temps donné pour pouvoir démêler le vrai du faux et s'attaquer à ce dossier, surtout quand je suis arrivé aux Archives nationales et que j'ai vu ces fragments de table qui, en tout cas, s'il y a des véritables pseudo-originaux, hein, des forgeries, sont pour l'essentiel des authentiques. Donc il a fallu que je démêle un petit peu tout ça. Donc on a commencé par reprendre un petit peu la tradition documentaire globale, réorganiser les choses sous la forme d'un stéma. Hein, parce que la question se posait vraiment, empoisonner en fait la connaissance historiographique des archives brivadois. Euh, cette, la fausseté, un petit peu à la star du Covid, est quelque chose de très contagieux. C'est-à-dire que les historiens ont rapidement des attitudes stressées, hein, vis-à-vis des questions du faux. Et dès qu'on parlait des archives brivadois, tout était faux. Même des actes qui n'avaient aucun rapport avec la généalogie de Bouillon, la généalogie de la maison d'Auvergne. Rapidement, l'opprobre était jeté sur les papiers brivadois qui sont quand même, et qui restent pour l'essentiel, des archives médiévales, tout ce qui est plus sincère et authentique. Donc, il fallait démêler un petit peu tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez mon curseur, si vous le voyez. Je vais simplement survoler. Grosso modo, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Toute l'édition en fait, du cartulaire, donc l'édition par Doniol ici, la reconstitution par Baudot, se fait simplement sur la traduction, sur la tradition des copies modernes. Et elle néglige complètement, à peu près complètement, en fait, ces fragments originaux, hein, qui nous sont venus donc par un autre biais, par le cardinal de Bouillon et par les archives qu'il avait gardées de part de Verluy. Hein, donc il faut du coup renvisager une nouvelle reconstitution de la reconstitution, si je puis dire un petit peu, pour arriver à mettre un terme à cette longue aventure éditoriale de la publication du cartulaire de Brioude. Alors, pourquoi? Alors, la reconstitution de Boudot est quand même magistrale et très bien faite, hein. Un couple de chartistes qui sont attelés à cette question qui était délicate. Elle est très jeune, elle est déjà relativement aboutie, mais son point de faiblesse, c'est qu'elle repose essentiellement sur les manuscrits C, qui sont probablement eux-mêmes une reconstitution par Jean-Pierre Debar, donc par le faussaire incriminé dans cette histoire. Et eux sont tout acquis, hein, les Boudot, à dire que ces feuillets sont des faux intégraux. Donc il y a quelque chose de paradoxal énotiquement, hein, d'utiliser la reconstitution du faussaire tout en considérant que toutes les pièces qu'il a eues en main sont fausses. Donc voilà, il faut reprendre un petit peu ce dossier d'un point de vue énotique. En fait, je soupçonne les Boudot de ne pas l'avoir fait, simplement pour des questions matérielles, hein, des questions de temps, hein, de soutenance d'un mémoire de thèse de l'école des Chartes, hein, beaucoup d'informations à gérer en très peu de temps. Et puis, probablement aussi en raison de l'emprise intellectuelle qui exerçait un petit peu en milieu de l'école des Chartes, un ancien professeur décédé depuis peu, Arthur Boilil, qui avait pour projet de faire une publication sur cette affaire de la généalogie de la maison Bouillon, qui n'est pas arrivé à la mener à bout, et qui a laissé tous ces papiers, tous ces brouillons, aux archives privées des archives nationales, et ces papiers qui ont beaucoup été utilisés par Boudot. Or, ce Arthur Boilil était l'éditeur des Mémoires de Saint-Simon, qui était l'ennemi héréditaire de la maison de Bouillon. Donc, il fait vraiment un dossier à charge et une étude à charge, hein, sans jamais même se pencher sur ces fragments originaux, hein, sans les étudier d'un point de vue codicologique, paléographique. Donc, voilà. Donc, je pense que les Boudot ont eu, comment dire, ce dilemme intellectuel de savoir s'il fallait ou pas tuer le maître, et je pense que pour des raisons matérielles et de rendu de travaux, on préférait reprendre un petit peu les positions et les thèses de ce professeur Arthur de Boilil.
malgré le fait que Alexandre Bruel, entre-temps, avait sorti, donc avait organisé les Papiers des Princes, un travail colossal, et avait pointé dans plusieurs publications la très probable authenticité de la grande majorité de ces fragments du cartulaire original. Et il avait publié, et il avait lui-même un projet de publication, mais tel volume éditorial qui n'est pas arrivé à mener son entreprise à bout. Alors, l'événement principal, un peu, je ne sais pas si vous voyez mon curseur toujours, hein, vraiment, dans ce stéma et dans cette question des traditions des documents, c'est la relure de Boucher, qui, justement, éclate un petit peu la tradition documentaire entre fragments originaux et copies modernes. Cette relure, on sait qu'elle va provoquer une disparition d'un nombre important de chartes. Hein. On a plus de 467 chartes dans les procès-verbaux anciens du XVIIe. L'état actuel de la Constitution porte ces chartes à 425. Donc on a quand même beaucoup de chartes dans la nature. Et puis, on sait, en étudiant les manuscrits, les copies, en regardant les minutes du procès, qu'il y a une renumérotation qui a été faite au moment de cette relure, probablement, et par du Boucher, et que cette numérotation ne se présente pas comme une renumérotation moderne, mais imite la renumérotation médiévale originale du cartulaire. Donc, il y a une intervention forte et directe de Dubouché, qui jusque-là n'a pas du tout été mis en évidence dans les introductions, tant de la publication de Doniol que de Boudou. Donc, il fallait simplement repointer un petit peu, refocaliser l'intérêt des études sur ce point précis. Et effectivement, donc, des actes disparaissent après la station du cartulaire chez Dubouché, qui est relativement longue. Hein. Donc, on a, comme la copie du chêne, des actes qui ne sont que connus par les papiers que nous a transmis Dubouché, papiers qui vont être en partie récupérés par Baluse et le cardinal de Bouillon, et qui se trouvent en partie, alors ils sont très éclatés, les papiers du Boucher, mais en partie dans les archives de la maison de Bouillon, en R2. Alors, où j'en suis? Je suis un peu perdu. Sur les épaves, mis à part, alors, je vais vous présenter simplement, je vais vous les présenter quand même. Donc ça, c'est l'édition d'Oniol, hein, qui est basée simplement sur un manuscrit démarré, sur une copie assez peu complète, hein, de 1677, du cartulaire, sans apparat critique. C'est juste une transcription de la transcription, si vous voulez. Et donc, le coup de Boudot, alors, personnage important, un scientifique, hein, je fais un petit écart, c'est très anecdotique, hein, mais grande figure de la résistance dans le département de l'Eure, et puis après, commissaire aux archives, un des fondateurs de la Société d'onomastique française, donc des grandes figures scientifiques quand même. Donc, ce coup de Boucher en vacances sur le Longo Marittimo de la Bolle. J'ai essayé donc de réorganiser un petit peu de cette tradition, et puis quand on se penche sur les cahiers, on se rend compte que les fragments, en tout cas pour les thèmes numériques, sont bien authentiques, et pédagogiquement, quand on étudie les côtés chair, poil, leur disposition par rapport à la numérotation, on a un cahier, hein, on a des cahiers qui sont tout à fait canoniques et qui s'organisent entre eux. Donc un argument pour l'authenticité. On n'a jamais traité des systèmes de réglure, que ce soit dans les polémiques du XVIIe siècle ou dans les introductions des éditions scientifiques au XIXe ou au XXe siècle. Il y a des systèmes de réglure qui se retrouvent tout à fait, qui sont vraiment la marque des usages codicologiques à Brioude à cette époque-là, dans ces différents fragments. On a à côté des tables numériques, des tables alphabétiques, hein, qui sont intéressantes. Alors là, par contre, on a un problème avec ces tables alphabétiques. On a des doublons. Donc, il y avait probablement non pas un seul système de tables alphabétiques, mais deux systèmes de tables. Donc, ça pose beaucoup de questions sur l'organisation archivistique du Chartres de Brioude, sur la présence. Alors, on sait qu'au moins une de ces deux tables alphabétiques était en tête du cartulaire, mais où reposait la deuxième, près de l'autel, dans le trésor littéral, et avait-elle été compilée pour des besoins archivistiques, pour la mise en place du cartulaire lui-même? Il y a tout un tas d'interrogations auxquelles il s'agirait de répondre dans les années qui viennent. Mais en tout cas, toutes celles-ci ont l'air authentiques, et on en possède une, donc la 5921, que l'on connaît simplement par les descriptions qui ont été faites par le procès L'Arsenal, parce que c'est la seule pièce qui a été saisie effectivement dans le cabinet de Jean-Pierre de Bar, chez lui-même, lorsque on est venu faire sa prise de corps et qu'on a mis des séquestres sur ses biens. Et qui est tout à fait cohérente avec le reste des tables, hein, qui complète un petit peu donc ce cahier de tables numériques.
Alors, néanmoins, je vous ai vendu un peu l'authenticité de ces chartes, hein, mais il y a quand même des faux au milieu de ce dossier. Donc, on va y revenir un petit peu. Je vous présente notamment à droite une pièce qui est une forgerie intégrale. Vous pouvez voir donc, pour vous donner un peu une idée de la dextérité de la main du faussaire. Alors, savoir si c'est Jean-Pierre Debar ou du boucher, je ne pourrais trop vous dire, mais en tout cas, on a un acte qui, quand même, ressemble fortement à ce que pourrait être un feuillet détaché, hein, une épave d'un cartulaire. En revanche, à gauche, on a un élément de table alphabétique, hein, vous voyez, ce sont les R, hein, qui lui, par contre, a toutes les chances d'être un authentique. Alors, c'était important déjà de pointer l'authenticité de ces tables alphabétiques parce qu'elles constituent le premier index, non pas de fin de livre, mais de début de livre, de l'histoire de l'édition occidentale. Hein. Simplement, c'est la première fois qu'on organise, d'après l'ordre alphabétique, le retour à la matière d'un codex suivant l'ordre alphabétique. Donc, c'est un jalon important de l'histoire intellectuelle. Simplement, on s'en privait en considérant que tous ces feuillets de table étaient faux. Alors, le problème est compliqué parce que déjà, sur ces feuilles de table, on sent bien qu'il y a une organisation. Ces feuilles de table ont une utilité pratique, hein, dans l'organisation documentaire brivadoise au sein du Châtelet parce qu'ils sont eux-mêmes souvent biffé, corrigé. Il y a déjà toute une strate de modification médiévale. Hein. Strate qui va être amalgamée par les experts en écriture lors du procès de l'Arsenal pour tout classer faux. Mais on voit déjà qu'à l'époque médiévale, on revient à ces sources, on les amende et qu'elles ont probablement une utilité documentaire propre. Je sais pas du temps. Oui, je suis largement dépassé déjà. Je peux quasiment conclure parce qu'on arrive sur la fin de mon exposé. Voilà, je vous mets quelques exemples de réécriture, hein, on voit bien sur le feuillet, des effacements complets, des réécritures. Donc là, ça n'a aucun rapport avec le de Bouillon. Hein. Donc il y a toutes les chances que ce soit des amendements médiévaux qui sont complètement authentiques. Simplement, pour conclure, donc là, on a vraiment affaire à une question de faux d'érudition. Ce qu'on constate, et moi c'est ce qui m'a gêné dans mes travaux de thèse, moi qui est encore qu'un médiéviste imparfait à cette époque-là, c'est voir le malaise des historiens et le caractère contagieux, hein, de l'accusation de fausseté dans la bibliographie. Donc il fallait vraiment surmonter ce point. Et on peut quand même retirer des choses, hein, quand on se penche un petit peu sur ce dossier, on voit comment agissent éventuellement les falsificateurs. Parce qu'il y a vraiment au sein de ce dossier d'Antitique des falsifications. Les falsifications en général, elles sont soit totales, comme la charte que je vous ai présentée, donc on reprend tout, hein, on fait un faux intégral, soit minimal, c'est-à-dire que c'est par principe d'économie. On va simplement faire changer un nom de personne, effacer, donc ce qui préserve le reste des formulaires, hein, ou le reste du contexte écrit en général. Donc on a vraiment une dichotomie entre falsification totale ou minimale. Alors, c'est relativement paradoxal, hein, cette histoire, parce qu'on se retrouve avec des copies modernes qui sont le relais indispensable vers l'original perdu, mais en même temps, qui sont la première difficulté à en avoir une connaissance avérée. Donc on est complètement tributaire et il fallait donc démêler, hein, tout ce prisme moderne pour pouvoir avoir une intelligence de l'archive médiévale. Hein. Autrement dit, on est entièrement dépendant de ces copies d'érudition du Xe siècle pour la connaissance de la documentation médiévale brivadoise, en particulier de ce Liber de Honoribus ou Grand Cartulaire. Voilà, j'ai à peu près fini. Je vous présente rapidement juste deux petits documents. Alors ça, c'est une question et puis que je poserai, que j'ouvre. Hein. Là, c'est un calque qui a servi aux faussaires, notamment à réaliser, qui est conservé justement dans les papiers bouillons en R2, et je me demande comment il est parvenu, parce que ce sont les seules pièces de procédure qui nous sont parvenues en original, qui ont été saisies chez Jean-Pierre Debar. Alors soit je ne les ai pas retrouvées dans d'autres fonds, soit elles ont été placées là parce que ces pièces ont été exposées au musée des Archives de France, mais il y aurait une rupture de fonds, hein, c'est-à-dire qu'on les aurait déplacées d'un fonds à un autre. Mais en tout cas, dans les archives du greffe de l'Arsenal, il n'y a plus du tout de pièces originales de séquestre, et les seules qu'on ait possédées sont les archives Bouillon, à moins que ce soit le cardinal de Bouillon lui-même qui, par son entre-gens, a réussi à mettre la main, à récupérer, ce qui n'est pas impossible aussi, quelques pièces de la procédure de l'Arsenal, hein, qui le rejoint à ces éléments cartulaires. Et donc, on a notamment une petite indication que je vous ai cerclée, hein, c'est le faussaire
de l'acte que je vous ai présenté, qui donne des indications sur la mise en place de son faux d'érudition. Et quand on compare l'écriture, elle ressemble beaucoup plus à celle de Dubouché, hein, donc celle du généalogiste royal, qu'à celle de Jean-Pierre de Bar, pour se commencer. Alors, il reste encore vraiment une analyse paléographique à pousser, hein, à faire, à diligenter, mais là, on aurait quand même plutôt une indication d'une falsification imputable à Dubouché. Et puis encore une dernière, hein, qui vient des papiers du Boucher. Boucher s'est aussi occupé un petit peu de la généalogie de la maison de Coligny-Salini, et donc on retrouve dans ses archives des imitations de la signature de Jean de Coligny-Salini, donc des personnages duquel il étudiait la généalogie. Ce qui est quand même, voilà, on peut avoir une idée de la dextérité paléographique de ce sire de Boucher. Je vous remercie, j'espère que c'était suffisamment clair, je ne suis pas allé trop vite. Merci beaucoup, Jean, pour cette enquête à la fois judiciaire, historique, diplomatique, et donc, ce qui, si je comprends bien, donc établit l'authenticité de la plupart des feuillets, enfin de la plupart des tables du cartulaire, si ce n'est celles qui touchent à la généalogie des bouillons, c'est ça? C'est ça. Je pense Et qu'à puis minima, pour qui pouvoir... Oui, pardon, je t'en prie, vas-y, et continue. puis qui tend à reposer la question de l'identité du faussaire, qu'on a toujours considéré comme étant de Bar, et à se demander si en fait c'est pas du Boucher. Alors oui, c'est ça, je pense qu'à minima, déjà, on peut raisonner pour se faire construire le vrai du faux. Ce qui est le plus simple, c'est de mettre de côté tout ce qui a trait à la généalogie, hein. Ouais. Puis la généalogie, c'est secondaire, hein. Ça avait des prétentions scientifiques au XVIIe, et comme dit Voltaire, c'est la science des ânes. Aujourd'hui, on s'en moque un peu de savoir, ça n'a plus du tout l'importance que ça pouvait avoir au XVIIe de savoir si les bouillons descendaient des comtes d'Auvergne. Oui. Je sais bien, Sébastien, que nous tous les deux, on pratique ça avec plaisir et délectation, mais c'est très inexact, la généalogie. On ne sait jamais qui est passé dans le lit de madame, donc forcément, Oui. ça redistribue les cartes. Après, oui, effectivement, je fais l'essentiel dans la biographie du fait de Boileau et d'autres auteurs après lui, reprenez les thèses de la justice royale et tout portait à charge contre Jean-Pierre Bar. Moi, c'est d'arrêter un petit peu le dossier, de remettre les choses à plat et de dire que quand même, Dubouché qui a gardé à peu près 60 ans de cartulaire, qui l'a relié, qui a enlevé des tables, qui l'a recrouponné, qui a des papiers qui imitent les écritures dans ses Oui. archives personnelles, qui est Oui. probablement quand même, on peut le soupçonner de ne pas avoir été très très intègre, complètement sincère dans cette histoire-là. Surtout qu'on a compromis Babillon, Runard, Ballus, qui restent quand même des scientifiques de premier ordre. Je suis désolé, puis même quand on consulte leurs archives et tout, c'est d'un autre niveau que celle des polémistes qui est embauchée par la maison de Noailles en face pour porter la contradiction. Donc là, on avait vraiment affaire à des scientifiques, hein, quand même, véritables. Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont expertisé justement? Ils ont expertisé quoi? Les tables, les actes, ou en fait ils ont... Ils ont recopié tous les fragments, hein, refait des transcriptions et signé sous forme de procès-verbaux. Ils ont aussi les pièces de Sauxilange et aussi les tables du petit cartulaire du Liber Veridis. Hein, donc tous les papiers qui étaient produits et sur lesquels reposaient les démonstrations généalogiques en faveur de la maison de Bouillon. Donc ils se sont Et quand même... quand on voit leur échange, hein, parce qu'ils ont beaucoup échangé de lettres entre eux, hein, Baluse, Mabillon, Runard, ils sont convaincus de l'authenticité des Ouais. documents, même des Oui. pseudo originaux. Ce qui est Oui, donc quand ils se même, sont fait avoir. ils se sont fait quand même un petit peu avoir aussi, mais à la marge, c'est-à-dire sur vraiment 2-3 pièces, hein, et sur l'ensemble, donc 10 et 6 et 7 sur une vingtaine de pièces, il y en a quand même au moins 19 qui sont au-dessus de tout soupçon. Sur 25 pièces, il y en a au moins 19 qui sont au-dessus de tout soupçon. Mais finalement, avec le calque que tu présentes à la fin, est-ce que le faussaire ne retourne pas justement contre la critique diplomatique ses propres méthodes? Euh, parce que voilà, Alors, justement, enfin, dans le déré diplomatique, alors je sais plus si dans le déré diplomatica il travaille par calque ou si c'est retracé à la main, mais je moi, sais pas d'ailleurs. c'est la façon que j'ai vraiment fait le tri un petit peu dans les pièces d'actes, hein. Alors, je remets simplement un petit acte, et qui, lui, pour le coup, je crois qu'il est recouponné, mais il est vraiment véritablement authentique. C'est-à-dire que c'est probablement le dernier fragment de la leçon du cartulaire de Brioude en original. J'essaie de le retourner un petit peu.
C'est celui que je vous ai présenté au début. Hop. Parce qu'il a un système de réglure. Donc moi, je suis allé voir simplement le système de réglure. Les faux qui sont réalisés au calque, il n'y a pas de système de réglure. Donc ça déjà, c'est que des pseudos originaux, c'est sûr. Alors il y a quand même un pseudo original qui est un système de réglure, tout simplement parce qu'il est situé sur un deuxième bifeuillet de table. Mais du coup, là où il est situé, il ne peut pas être cohérent avec le reste du codex, codicologiquement. Donc, ce qui fait considérer que malgré le fait que ce soit une charte authentique avec un système de réglure, c'est quand même un pseudo original. OK? Alors, on est là. Alors, c'est des photos que j'ai fait en 2007, que j'ai retouché un peu. J'essaie de modifier les contrastes. Je pense qu'il faudrait que je recommande des reproductions un petit peu de bonne loi. Donc là, je pense que c'est peut-être un original. Alors justement, lui, pour le coup, je me contredis parce qu'il concerne directement la généalogie comtale d'Auvergne. Mais je pense que c'est quand même malgré tout peut-être un original. Le fragment, donc on a vraiment une épave. Là. Alors, d'autres questions, interventions? Là, je vois Sébastien qui lève la main. En effet, je lève la main. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais, que je trouve très intéressant, sur le côté contagieux de l'accusation de faux, et y compris chez les historiens, c'est un truc que j'ai en fait croisé à plusieurs reprises, alors pas tant dans les travaux que dans ceux des autres, mais où effectivement une réévaluation critique d'un certain nombre d'ensembles documentaires commence finalement assez couramment par dire, bon, tel abbaye ou tel endroit a une telle réputation pour faire des faux que tout le monde a toujours cru que ce qui en sortait était pas juste, alors qu'en fait, si on reprend un petit peu les choses calmement et pièce par pièce, le tableau est plus nuancé. Je crois que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un article de Nick Peters-Custo, me semble-t-il. Un article pardon, j'ai pas entendu. Nick Peters-Custo, si je me souviens bien. Ah bah, je ne qui revenait sur un ensemble documentaire qui lui semblait devoir être beaucoup moins soupçonné que ce qu'on avait fait, et en particulier, entre autres, parce que, y compris quand il y avait eu des interventions, et ça, tu en as parlé aussi, finalement, c'était des interventions assez marginales. Ceci à côté de quelques cas où, effectivement, là, par contre, c'était massif. J'ai oublié de préciser, pardon, on parle par contre pas de faux modernes, mais de faux médiévaux. D'accord. Et ce que je trouve rigolo, d'une certaine manière, en tout cas remarquable, c'est que ça contraste avec, par contre, peut-être l'attitude des éditeurs de textes, notamment de textes anciens, qui ont souvent tendance, enfin j'ai l'impression, c'est un avis peut-être un peu personnel, à vouloir justement plutôt récupérer le maximum et dire que oui, alors évidemment, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, mais quelque part, il y a quand même bien dû y avoir un acte vrai, alors on va peut-être quand même un petit peu sauver et dire que tout ça c'est interpolé, mais pas entièrement faux. Et ça forme une espèce de, je trouve, de contraste d'attitude assez intéressant, comment dire ça, de présomption de fausseté ou d'authenticité qui a tendance à se répandre presque par capillarité dans la perception des ensembles documentaires, mais pas de la même manière et peut-être en fait pas par les mêmes personnes. Oui, on a vraiment des fois l'impression dans les fonds que les pièces fausses irradient au sens nucléaire du terme, c'est-à-dire que voilà, c'est dangereux quoi. Plus on approche, on va se brûler. Et puis
Bon, faut pas se mentir un petit peu. Souvent, certains collègues trouvent que la critique est une garantie de scientificité. La critique droite. Et il faut critiquer, bien sûr. Il faut mettre en crise la documentation, hein, mais certains sont des spécialistes du réflexe faux. Et là, en l'occurrence, ça a quand même grévé longuement ce dossier. Hein. Et on s'est interdit d'y rejeter un coup d'œil. Simplement parce pour une question de réputation, tu as employé le mot, hein, c'est vraiment de la réputation. Hein. C'est dans l'air du temps. L'article de Nick Peter Custo, c'était sur des fonds médiévaux ou byzantins, c'est sur des archives grecques? Ah, je t'entends plus, Sébastien. Oui, tu as coupé ton micro, Sébastien. Ah, il est pas... Le voilà découpé. Voilà. Oui, je disais, attends, j'essaie de te retrouver la référence parce qu'évidemment, j'ai commencé à parler de quelque chose à partir de ma mémoire à moitié défaillante. Donc, manipulation archivistique et modalités d'insertion dans un espace original, la gestion des archives des nouveaux établissements cisterciens de la Calabre méridionale, Normande et Souabe. Ah, c'est un espace d'interface, c'est la Calabre. Super. Et il s'agit notamment de San Stefano del Bosco. Super. Et c'est dans le volume sur les cisterciens qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, dans les pratiques de l'écrit dans les abbayes cisterciennes, dirigées par Arnaud Baudin et Laurent Morel. Super. Ah, je lui demanderai. Et en fait, j'ai aussi l'impression, et c'est peut-être pour ça du reste que c'est si difficile et si contagieux dans ton cas, que c'est aussi évidemment une question des critères formels qu'on peut appliquer. Et que quand on peut se rattacher à un ensemble de critères formels de critique documentaire, on arrive encore à s'y retrouver, mais que dès que c'est un petit peu moins ferme, tout de suite on va dire, ah bah oui, il y a une mauvaise pomme dans le panier, ça a dû tout contaminer. C'est ça. Et du reste, je trouve ton utilisation des schémas de réglure absolument merveilleuse et fascinante. Merci beaucoup. Ça, c'est parce que là, pour le coup, ça m'a effectivement l'air d'un critère en fait bien solide et très intéressant pour des dossiers comme ça. Alors j'aurais voulu le monter aussi facilement avec les tables, mais j'ai pu reconstituer que le cahier de numérique. Mais il y a des chances, quand on a le diagramme, que les tables soient organisées à peu près pareil. Juste cette question du doublon des tables qui est un petit peu gênante et pas foncièrement en soi, parce que je pense que les tables alphabétiques ont probablement été produites pendant la compilation du cartulaire, en fait, parce que pour le peu qu'on en a, paléographiquement, il y a plusieurs mains qui composent ces tables, ce seraient les stats les plus anciennes. Donc ça peut-être, alors mais là, je suis vraiment dans le domaine de l'hypothétique, nous faire songer à l'utilisation de l'ordre alphabétique dans la gestion, l'organisation du chartrier. Mais bon, là, je prends un peu d'avance, hein. Je suis un petit peu audacieux. C'était la question que je voulais te poser parce que je crois que tu n'as pas donné la date enfin, l'époque à laquelle tu situes ces tables. Tu as dit que c'était un index très ancien. En fonctionnant de l'étalement des mains, on est à la toute fin du XIe siècle et surtout dans la première décennie du XIIe siècle. Je dirais même plutôt 1100-1120 à peu près pour l'établissement des tables. Je ne sais pas si Sébastien, tu as des avis un peu sur les deux, trois, palographiquement, les deux, trois, si vous avez des avis respectifs sur ce que j'ai présenté, mais voilà. Je me situerai plutôt. Ce qui correspond en fait aussi au Liber Florigard de Gregorio da Catino à Farfa, qui est la première organisation alphabétique d'une compilation cartulaire. Lui, il ne refait pas un index exactement, mais il refait une sorte de cartulaire organisé alphabétiquement des cartulaires qu'il a déjà produits. Donc on est à peu près on est synchrone en plus, quoi, donc ça fonctionne bien. C'est intéressant parce que jusque-là, le fait que ce soit le premier index, hein, c'était Our,
le couple Our dans les mélanges Martin sur l'histoire de l'édition, hein, qui pensait que l'index avait été mis au point dans le milieu universitaire parisien pour les études bibliques, hein, pour les renvois, pour l'écriture voilà, des homélies, sermons, ou de l'organisation des disputes. Autre question, intervention? Oui, Sandrine? Sandrine Cunac? Oui, je reviens un peu en arrière et dans le prolongement de ce que disait Sébastien sur le caractère contaminant du fond. Ce que j'ai trouvé fascinant dans l'intervention de Jean Berger, c'est à quel point cette affaire est marquée par des effets de champ, en fait. L'évaluation des documents est marquée par les liens entre deux familles. On a cet effet de capillarité ensuite qui entache le fond, jusqu'au travail scientifique qui lui-même est pris dans les relations entre un professeur et ses élèves. Et je trouve que c'est finalement assez rare qu'on évoque ces questions-là autour de l'étude d'une transmission, alors qu'elles sont très vraisemblablement relativement présentes. Et ça a attiré mon attention sur le fait que c'était peut-être des choses auxquelles il fallait faire un petit peu plus attention quand on avait ces sortes d'interrogations sur l'usage de tel ou tel fonds documentaire et sur ces espèces de réputation qui peuvent traîner ou pas. Donc voilà, c'était... Alors ouais, c'est quand même... Alors moi, je suis pas très à l'aise avec tout ça parce que je suis médiéviste et que je suis dans mes petits souliers avec une charte médiévale à faire des transcriptions. Donc là, il a fallu que je sorte un petit peu de ma zone de confort pour arriver justement à se faire ce discrimen direct falsi, à démêler le vrai du faux. Mais on sent vraiment qu'il y a une prégnance du politique, surtout au XVIIe siècle. Déjà sur cet absolutisme qui se met en place avec un régime qui va organiser la collation des charges en fonction des productions de noblesse. Donc il y a quand même une pression qu'avaient ces érudits au XVIIe qu'on n'a pas, nous, en tant que scientifiques, au XIXe ou au XXe siècle. Hein. Derrière, c'est des histoires de gros sous qui sont en jeu et voilà, de responsabilité, au sens du terme. Et puis, on sent quand même... Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le quartier de Brioude est la seule archive médiévale qui est mentionnée par le duc de Rouvroy-Saint-Simon dans ses mémoires à plusieurs reprises, dans des passages entiers. Et lui, Saint-Simon, qui ne s'est jamais rendu à Saint-Germain-des-Prés, qui n'a jamais approché de Précétap, pour lui, c'est un faux absolu. Et on sent bien qu'il y a un ressentiment, qu'il y a des rivalités politiques saignantes entre jansénistes, jésuites, maisons de Noailles, maisons de Bouillon, dans le milieu courtisan, et que ça affecte vraiment ces questions d'érudition qui ne sont pas simplement qui sont absolument pas dénuées à cette époque-là d'enjeux politiques. Alors ce qui est marrant, c'est de voir que Monsieur de Boisville, hein, qui est donc quand il a édité ses mémoires de Saint-Simon, et il passe pour être le meilleur éditeur, hein, même à la Pléiade, elles ne sont pas atteint la qualité de son édition. C'était un immense savant, un connaisseur intime des archives d'Ancien Régime. Lui était tout acquis à la cause de Saint-Simon. C'est-à-dire que comme Saint-Simon, il n'a jamais, alors qu'il connaissait l'alias, le numéro, le dépôt de ses papiers dans le tri qu'avait fait Bruel, il n'est jamais allé sortir ses documents. Pour eux, c'est défaut intégral, plus que Saint-Simon l'avait dit. Et donc, il a passé, dans cette étude qui n'est pas arrivée à faire aboutir, il a passé une bonne partie de la fin de sa carrière académique à essayer de détruire la réputation de cardinal de Bouillon et l'authenticité de ses chartes, sans même y référer ou les consulter. Et dans des articles qui sont par ailleurs brillants et auxquels on a envie de se rallier. C'est comme si le fond avait attrapé une réputation, c'est ce que tu disais, et qu'ensuite on n'arrive pas à s'en débarrasser, indépendamment du fait qu'on l'étudie scientifiquement. Et c'est vrai que dans une expérience de conservateur, on a souvent, c'est parfaitement irrationnel, mais c'est... Là, cette fois-ci, je vois un exemple où c'est rationnellement expliqué. On est très souvent confronté au fait que certaines collections ont des espèces de paradras. Ça revient, quelque chose revient. Alors, ça peut être le fait qu'elles contiennent des faux, ça peut être le fait qu'elles sont inexploitables, qu'elles sont trop compliquées. Mais il y a une espèce de discours sur la documentation qui est un petit peu différent de son analyse critique. Et jusqu'à ce que j'entende votre intervention, en fait, je ne l'avais pas analysé comme ça.
Mais je pense qu'on est arrivé avec les différentes couches de transmission et d'études de l'époque moderne, du 19e siècle et puis la nôtre, on commence à avoir des métadiscours autour de certaines sources qui seraient eux-mêmes des objets historiques, en fait. Oui, je Il pense y a que le oui. travail historique sur le fond et puis il y a le discours qu'on construit autour. Je n'ai pas forcément d'autres exemples que ça, mais vraiment, tout ça me fait tilt par rapport à des choses qu'on peut vivre au quotidien. Oui, les fonds ont des réputations et il y a peut-être quelque chose à faire autour qui sont distinctes de leur valeur scientifique réelle. Enfin, je m'exprime mal, mais... Si, c'était très clair. Et puis, pour médiévistes, simplement cette histoire éditoriale avec la publication par Deugnol en 1866, après la reconstitution en 1935, après la thèse d'école des chartes de 1925, c'est une histoire aussi de l'anecdotique, du traitement scientifique des archives médiévales qui se fait. Donc en 1935, on est en plein positivisme. On essaie d'avoir une somme d'actes qui soit la plus complète possible. Et puis entre-temps, avec les publications des années 80, on a redécouvert l'objet cartulaire. Et moi, c'est ce qui m'a incité à retourner au cartulaire. Ça, c'est la dimension scientifique. Dans ce que vous avez dit, il y a aussi quelque chose qui relève, par exemple, du fait que l'éditeur de Saint-Simon reprend les positions de Saint-Simon et que c'est très difficile d'aller pour des étudiants contre ou à côté ou sur les plates-bandes de l'éditeur de Saint-Simon. Et donc, on se trouve dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'histoire des techniques scientifiques, mais peut-être plutôt de l'ordre des enjeux. C'est pour ça que je parlais d'effet de champ, parce qu'on est presque dans l'enjeu de pouvoir scientifique et dans la réputation, dans quelque chose qui est un peu, je ne sais pas comment vous dire, comme un halo autour du fond et autour des techniques employées. Et en termes d'histoire des collections, je pense que c'est quelque chose à... Enfin, en tout cas, j'essaierai, moi, de garder cette idée, de voir si je peux trouver d'autres exemples alimentant cette espèce d'impact sur la vie scientifique du fond, d'éléments qui se constituent au fil du temps, qui sont comme un commentaire, un bruit autour de lui. Mais je ne pense pas que ce soit un cas unique. Et sinon, alors, est-ce que tu as parlé un peu de Justel et ce qui irait peut-être dans ton sens, alors je dis de mémoire, c'est qu'il me semble qu'en fait Justel pose déjà l'hypothèse d'une filiation des comtes d'Auvergne carolingien au Bouillon, sauf qu'en fait lui il n'a pas de preuves documentaires en fait. Donc on pourrait imaginer que soit du Bouchet, soit de Bar, mais c'est presque chronologiquement plus logique avec du Bouchet, et fabriquer les faux pour venir étayer ce que Justel avait essayé de défendre. Parce que chez Justel, c'est assez alambiqué, comme il n'a pas de preuves documentaires, il fait des raisonnements. Du coup, je vais revenir sur ce point, je te remercie de l'avoir soulevé. Justel, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a eu vent de possession du cartulaire par Dubouchet. Il le sollicite à différentes reprises et il n'a que des fins de non recevoir. Et les chartes, parce qu'il a quand même quelques chartes, Justel, qu'il utilise, il a quand même accès à quelques chartes du cartulaire Brioude, il les a par Duchesne. Et Dubouchet va même reprocher à Duchesne d'avoir transmis les chartes à Justel. Justel qui était protestant. Et là, on a affaire à la maison de Noailles, qui est un parti plutôt catholique, ultramontain, donc il y a vraiment une détestation politique nette entre ces différents milieux. Après, pour les pièces incriminées, Justel a simplement une mention de la teneur de ces pièces. Et il faut se méfier quand même, parce que Justel, c'est un très grand savant aussi, c'est un très grand érudit, mais quand on va voir ses collations, enfin, quand on va consulter son histoire généalogique de la maison d'Auvergne, il est assez libre sur les leçons. C'est-à-dire qu'il il fait lui-même des notices des chartes. C'est-à-dire que les passages un peu rasoirs, hop, ça passe. Il retient simplement les noms. Donc c'est marrant. On a aussi une histoire de l'érudition qui se met en place et qui se classicise, qui se systématise. Ah oui, on est bien d'accord. Le Justel, les preuves de Justel sont dangereuses parce que en fait, il ne faut pas les utiliser comme il résume les actes, il coupe les actes. Et même d'ailleurs dans les
dans les indications qu'ils donnent de provenance, il y a des choses qui déraillent complètement, quoi. Non, c'est à manier avec des pincettes, quoi. Alors, ce du boucher, en fait, si j'ai bien compris, on n'a pas d'études, on n'a pas de. Pas du tout. Alors, il faut que je suis en contact avec quelques modernistes, on fait travailler dessus un petit peu. Il y a des prosopographies qui sont faites des membres du Parlement, de l'ordre de Saint-Michel. Il faut que j'aille approfondir tout ça pour connaître sa provenance stricte. Jean-Pierre Debar, lui, serait originaire du Broc, en Auvergne. Du Boucher, je ne sais pas à quel Boucher ça réfère en Auvergne, si c'est soit les franges du Velay, mitoyennes au Hôtelier, soit le Boucher dans le Puy-de-Dôme actuel. Pour tout dire, c'est vraiment un angle mort de la question. Je sais qu'il habitait rue Traversière, à Paris, à peu de distance du Palais Royal. J'ai dépouillé la plupart de ses fonds qui sont encore conservés aux Archives nationales, tous ses papiers généalogiques. Mais sur lui et sur le personnage en lui-même, c'est vraiment, en l'état pour l'instant de mes recherches, c'est encore, cela reste très fuyant. Mais à venir, hein, sait-on jamais. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi. Je m'y perds un peu aussi dans la matière moderne. Autre question, intervention? Si personne ne veut, juste peut-être pour répondre commenter sur la réputation des fonds. On a dit qu'il y avait peut-être d'autres exemples et d'exemples un peu différents, mais il me semble que Cluny, ça serait un bon exemple de l'inverse. Cluny, c'est un fonds avec une bonne réputation. Du coup, Cluny a été exploité par plein de gens. Et là, pour jouer le rôle de l'inverse, on pourrait dire que du coup, personne ne s'est trop demandé s'il y avait des faux à Cluny, en fait. Oui, c'est intéressant. C'est pas impossible, on va dire. Alors, il y a aussi, je parlais de critères, le fait que beaucoup de ce qui fait l'intérêt du fonds de Cluny, notamment en original, sont des actes qu'on appelle privés, qui, dans leur forme ancienne, et pas notariés ou plus notariés ou pas tout à fait notariés ou comme on veut, sont tellement irrégulières qu'il est assez difficile d'avoir des critères très très exacts pour pour en faire la critique d'authenticité, parce qu'on peut encore moins que pour des actes royaux dire ah ben normalement il doit y avoir ça, ça ou ça, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, disons. Mais ce qui est intéressant, c'est que de manière générale, quand on y constate des problèmes de chronologie, de formulation, alors bon, qui c'est vrai font aussi de toute façon un petit peu partie du jeu parce qu'il y en a pas mal qui de toute façon sont dans un latin un petit peu créatif, disons. Mais on pense à tout, sauf à dire si ça se trouve c'est bêtement un faux. Et notamment, il y a quelques dossiers sur lesquels je n'ai pas encore eu vraiment le temps de revenir, où il y a des actes qui sont censés avoir 30 ans de différence, sauf que c'est exactement les mêmes témoins, ou des gens qui changent de structure familiale, enfin si c'est bien les mêmes, et alors là, je suis désolé, j'ai plus l'exemple très précis en tête, mais il me semble me souvenir d'Alexandre Bruel en train de se faire des nœuds complets, en train de dire ah mais oui, mais alors peut-être que c'est parce que sa première épouse était décédée, mais qu'on n'était pas au courant et qu'en conséquence ceci, enfin des choses très très compliquées, et absolument jamais dire si ça se trouve c'est bêtement que la question est une forgerie, comme ça peut quand même arriver aussi. Donc il semble aussi qu'il y ait des fois où la réputation du fonds puisse aller vraiment dans l'autre sens, si j'ose dire. Ouais, complètement, c'est super intéressant. Oui, ça, je pense que par retour de balancier, la remarque vaut complètement. Je dirais simplement pour Brioude et le fond que c'est que et là, ça renvoie un petit peu à ce qu'on a vu en séquence inaugurale. Je n'étais pas là, mais je vous ai écouté en podcast.
ce que disaient Sébastien et Laurent Morel sur le ius archivi et sur le locus credibilis, c'est-à-dire la capacité que peuvent avoir les dépôts d'être une garantie d'autorité de droit. Et je pense que Brioude l'avait vraiment, et c'est pour ça qu'on allait chercher d'ailleurs des preuves dans ce fond, jusqu'à cette affaire de généalogie où les choses se sont inversées, où on est passé voilà, par reversement de situation du on au off, hein, si vous voulez, en quelque sorte. Donc oui, c'est complètement ambivalent, hein, et puis ça peut se retourner du coup dans le temps. Je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'il arrive à Cluny pour que d'un coup on considère que n'exhume pas trop de faux, Sébastien, quand même. Écoute, pour le moment, je fais partie des gens qui ne pensent pas que l'acte de fondation est un faux. Ah, c'est déjà ça. Mais je t'en remercie. Tu fais pas trop de mal à mes guillemets, j'y tiens. Mais en fait, bon, c'est vrai qu'il arrive d'avoir failli. Il m'arrive quand même d'avoir des sueurs froides sur les actes privés. Pas tant des faux qu'éventuellement des copies figurées. Enfin bon, mais bon, enfin, a priori, je pars pas non plus avec des intentions trop destructrices. Bon. Alors, Fabien Paquet dit, au-delà de la réputation du fonds, il me semble également intéressant d'établir des chronologies dans ces réputations qu'ont certains monastères d'être des producteurs de faux. C'est criant dans plusieurs cas normands qui sont ceux que je connais le mieux, mais faut se méfier autour de 1200, par exemple. Oui, effectivement. Oui, il y a des moments, oui, où on est un peu plus falsifié que d'autres. Et puis il y a aussi entre écrit, dispositif et probatoire, la question du statut des copies, hein, de ce qu'on appelle l'exemplaire en fait, hein, qu'on retrouve, hein, qui peut être tout ce qu'il y a d'authentique et sincère, mais qui n'est pas original, hein, mais qui a quand même voilà, qui est garant d'un droit, hein, qui fonctionne et qui est pris comme tel, comme une copie conforme. Hein. Voilà, et Fabien Paquet ajoute que Fécamp devient une usine à faux à cette époque, par exemple. Voilà un fond manifestement. Alors je tombe bien parce que du coup je qui est regardé la thèse radioactif. de Fabien Paquet et Fécamp et j'ai des questions à lui poser. Donc après à l'issue de la conférence, je lui enverrai un petit mail justement sur les questions de juste mais ça à mon répertoire. Autre question, intervention? Non? Oui, si je peux oui. très rapidement, je m'excuse pour le masque que je vais enlever exceptionnellement. Non, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, cette intervention. Et surtout, je n'avais pas conscience de la dureté des peines. Je savais que les enjeux modernes étaient intéressants, mais que beaucoup de tabellions étaient envoyés aux galères, que les procès étaient aussi importants. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Et je dirais, comme Sébastien, que c'est pas pour jeter l'opprobre sur les fonds sur lesquels je travaille, mais moi, j'ai constaté plutôt une tendance quand on travaille sur des fonds monastiques où l'enjeu généalogique n'est plus très apparent maintenant et ne l'était pas déjà, l'était déjà plus beaucoup au 18e, 19e, on tend à considérer tout comme plutôt authentique. Or, il y a des documents quand même qui sont assez troublants parfois, même s'ils passent par la main de nos pères. Et voilà, ça m'a fait penser à un roman de Chacha qui s'appelle Le Conseil d'Égypte, Il Concilio d'Égypte, qui est très intéressant sur un faussaire du XVIIIe siècle. Voilà, c'était tout. Je ne vais pas faire tarder plus longtemps. C'était très intéressant. Ah, ça rend complètement la culture et j'irai de ce pas essayer de lire le roman de Chacha, Philippe, tu disais. Okay. Il s'appelle Il Concilio d'Égypte, Le Conseil d'Égypte. Concilio d'Égypte. Merci pour la référence. Sachant en plus, Philippe, que la validation notariale peut être à double tranchant, hein, parce qu'on peut fabriquer un faux pour le faire valider par un notaire, justement. Oui, c'est le cas des actes subreptices, hein, qui rajoutent encore une couche de complexité à l'affaire, hein, d'une matière illégitime avalisée par un acte authentique. Oui, et Fabien Paquet a raison, c'est aussi le problème des vidimus. On peut faire vidimer un faux, et ça, on en a un paquet.
Bien. Bah, écoutez, il nous reste à remercier Jean Berger. Et puis, donc, je rappelle qu'on se retrouve le 10 mai pour l'intervention d'Arnaud Delers sur les réductions de bénéfices en Savoie, qui sont une pratique où il y a description des biens des abbés, et donc qui lui ont permis de faire un travail formidable de reconstitution d'archives d'un certain nombre de monastères savoyards. Hein. Je me suis permis d'expliciter un peu le titre, qui est un peu elliptique. Voilà. Donc on se retrouve le 10 mai à la même heure, et puis entre-temps, portez-vous bien. Voilà. Au revoir à tous.